bienvenue dans ce recueil d'histoires où la frontière entre la réalité et l'inexplicable s'estompe. Ces récits, inspirés de souvenirs et de peurs enfouies, vous transporteront dans des moments où l'ordinaire bascule dans l'étrange, où chaque détail devient une ombre menaçante. Laissez-moi vous guider à travers ces expériences, où la mémoire et l'imagination se mêlent pour créer des frissons inoubliables. Janvier 2011, quelque part en Russie. J'avais 11 ans. Aujourd'hui, adulte, je comprends comment la mémoire déforme les événements, comment la peur étire les instants, comment l'esprit comble les vides. J'ai tenté de me convaincre que tout s'était passé exactement ainsi. Mais il y a des détails de ce soir-là qui restent trop précis pour être inventés. La lumière s'éteignit juste après le dîner. Une seconde, la télévision murmurait en fond sonore, la suivante, la maison semblait coupée du monde. Ma mère, toujours calme, alluma des bougies qu'elle sortit d'un placard réservé aux pannes d'électricité. Elle les disposa avec méthode, une dans la cuisine, une dans le couloir, une dans le salon. Mon père descendit à la cave vérifier les fusibles, bien que nous sachions déjà que tout le quartier était plongé dans le noir. Dehors, la tempête faisait rage. La neige fouettait les fenêtres en gros paquets avant de s'envoler à nouveau. Le vent ne hurlait pas, il poussait, comme s'il testait la résistance de la maison, encore et encore. Ma mère déplaça les coussins du canapé sur le sol et appela cela un camping improvisé. Elle prépara du chocolat chaud sur la cuisinière à gaz. Je construisis un petit fort avec des couvertures sous la table basse. Pendant un moment, ce fut une aventure. C'est souvent ainsi lors des coupures de courant, d'abord amusant, puis l'oreille se tend, l'imagination s'emballe. La maison grinçait dans des endroits que je n'avais jamais remarqués. Chaque bruit semblait amplifié par l'absence du fond sonore habituel. Au loin, un éclair zébra le ciel. Les éclairs d'hiver sont différents, ils n'éclairent pas, ils déchirent l'obscurité une fraction de seconde avant de replonger le monde dans le noir. Le premier éclair ne révéla que la neige. La cour semblait effacée, la clôture à peine visible. Le second éclair montra un homme. Il se tenait dans notre jardin, là où mon père déblayait habituellement la neige. Une silhouette sombre sur un fond blanc. Ma première pensée fut enfantine, un voisin, peut-être, venu vérifier si nous allions bien. Cette idée dura moins d'une seconde. Personne ne sortait par un temps pareil. Les maisons voisines étaient invisibles. La radio diffusait en boucle le même avertissement, d'une voix mécanique et lointaine. Je dus faire un bruit, car mon père s'approcha rapidement. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il. « Il y a quelqu'un dehors » répondis-je. Il fixa la tempête. Sans éclair, on ne voyait rien. « Il n'y a personne » murmura ma mère en s'approchant. Un nouvel éclair. L'homme était plus proche. Pas un peu plus proche, mais beaucoup plus proche. Il se tenait maintenant près de la clôture, tourné vers la maison, immobile, comme s'il défiait le vent. Je vis les épaules de mon père se raidir. Il ne dit rien. Il s'éloigna simplement de la fenêtre. « Ne regarde plus » ordonna ma mère en tirant les rideaux, bien qu'il ne bloque pas la lumière des éclairs. Je continuai à épier. J'avais 11 ans. La curiosité l'emportait toujours sur l'obéissance, même de peu. L'éclair suivant arriva plus vite. L'homme était encore plus près. Il se tenait au bord de la cour, là où le vent accumulait la neige contre la maison. Sa posture n'avait pas changé. Comme s'il ne bougeait pas entre les éclairs. Comme si chaque flash ne faisait que réactualiser sa position. Ce détail me hanta. Les gens bougent quand ils sont dehors pendant une tempête. Ils se penchent, trébuchent, luttent contre le vent. Cet homme semblait se tenir dans une pièce calme. Mon père vérifia les verrous. Le loquet, la chaîne. Il tira sur la chaîne jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. Nous nous éloignâmes des fenêtres, vers le couloir. Ma mère parlait d'une voix légère, mais ses mains restaient crispées sur mon épaule. Mon père s'assit droit sur une chaise, une lampe torche et un marteau à la main, comme si cette combinaison avait un sens. Les éclairs continuaient. Au suivant, l'homme était juste là, sous la fenêtre du salon, si près qu'il aurait pu toucher la vitre. Cet éclair dura assez longtemps pour que je distingue des détails, une large silhouette, une capuche ou un chapeau sombre, des bottes. Puis le noir revint. Une seconde plus tard, j'entendis un bruit qui n'appartenait pas à la tempête. Un grattement sur le long du mur de la maison. Cela aurait pu être de la neige glissant vers le bas. Cela aurait pu être n'importe quoi.
Mais cela sonnait comme un mouvement à la base de la maison. Personne ne parla. La main de ma mère se resserra sur mon épaule. Mon père se leva et se dirigea vers le salon, lentement, comme si un geste brusque aurait pu inviter quelque chose de pire. Je ne regardais pas cette fois. Je fixais les rideaux, comme s'ils étaient la seule chose qui maintenait la maison debout. Rien ne se produisit après cela. Pas de coups, pas de vitres brisées, seulement le vent, la neige, et le son de nos respirations. Finalement, la tempête s'apaisa. Les éclairs cessèrent les premiers. Mon frère s'endormit. Ma mère somnola. Mon père resta éveillé, assis droit jusqu'à l'aube. Au matin, le monde semblait paisible. La neige était lisse et immaculée, comme si la nuit n'avait jamais existé. Mon père sortit le premier. Il fit le tour de la cour, inspectant chaque recoin. Aucun homme, aucun dommage, aucune trace menant au loin. Puis il montra du doigt des empreintes de bottes, profondes, juste sous la fenêtre du salon. Assez près pour qu'un homme, debout là, ait pu s'appuyer contre la vitre. Mes parents n'en parlèrent presque jamais après cela. Ils accusèrent la tempête, une illusion d'optique. Mais mon père déblaya la neige à cet endroit avant que le soleil ne puisse la faire fondre. Je grandis et cessai de craindre les tempêtes. Mais je n'ai jamais cessé de redouter celui qui reste immobile. Ajout mystique. Des années plus tard, en rangeant les affaires de mes parents après leur disparition, je tombai sur une vieille boîte en métal rouillé, cachée sous le plancher de la cave. À l'intérieur, un carnet. Les pages étaient couvertes de croquis, des silhouettes identiques à celles de cette nuit, dessinées sous différents angles, avec une obsession malsaine. La dernière page contenait une phrase, écrite d'une main tremblante, « Il ne bouge que quand on ne le regarde pas ». Janvier 2022, Fargo, États-Unis. Je m'appelle Kara. Cette nuit-là, la tempête commença tôt dans la soirée et ne faiblit pas. La neige tombait en couches épaisses et régulières, poussée par le vent qui faisait trembler les planches de la maison et vibrer les vitres. Ce n'était pas la pire tempête que Fargo ait connue, mais le genre de temps qui vous donne envie de rester à l'intérieur. J'étais seul chez moi, mon ordinateur portable ouvert sur la table de la cuisine, en train de finaliser des notes de travail. La télévision était allumée en sourdine dans le salon, plus pour le bruit de fond que pour le divertissement. Mon quartier est étroit et calme. Les maisons sont proches les unes des autres, les trottoirs passent juste devant les fenêtres. Depuis mon canapé, je voyais la rue sans même me pencher en avant. Vers 22h30, je me levai pour me servir un verre d'eau et jeter machinalement un coup d'œil par la fenêtre. C'est alors que je vis Brent. Il habitait à quelques maisons de la mienne. Un type discret, poli. Nous nous contentions de nous saluer de la main, rien de plus. Le genre de voisin qu'on oublie dès que la porte se referme. Il marchait devant ma maison pendant la tempête, comme si c'était une soirée d'été. Sans manteau, sans bonnet, sans gants et juste un sweatshirt gris fin et un jean. Je pensais d'abord qu'il était sorti chercher quelque chose dans sa voiture. Les gens font parfois des choses stupides en hiver. Mais en l'observant s'approcher, quelque chose clochait. Pas seulement étrange, mais faux. Il ne se courbait pas contre le froid. Ses mains n'étaient pas enfoncées dans ses poches. Il ne se pressait pas. Il marchait d'un pas léger et régulier, comme si le temps ne le concernait pas. Quand il arriva à la hauteur de ma fenêtre, il tourna la tête. Il regardait directement dans mon salon. Je reculai instinctivement. Il ne ralentit pas, ne me prêta aucune attention, continua simplement sa route jusqu'à disparaître dans la neige et l'obscurité, près du réverbère au coin de la rue. Je restai là plus longtemps que nécessaire, attendant que cela prenne un sens. Mais cela n'en prit aucun. Je regardai l'heure, 22h38. Je retournai à mon ordinateur et tentai de me concentrer, mais l'image tournait en boucle dans ma tête. Surtout la façon dont sa posture n'avait pas changé. N'importe qui aurait lutté contre le vent. Lui avançait comme s'il faisait 15 degrés. Vers 23h40, je me levai à nouveau. Toilette. Verre d'eau. Un autre regard machinal par la fenêtre. Il était de retour. Même tenue. Toujours sans manteau. Cette fois, il marchait sous le réverbère. La neige collait à ses épaules et à ses cheveux, mais il ne réagissait pas. En passant devant ma cour, il regarda à nouveau à l'intérieur. Comme une vérification. Je reculai dans la partie la plus sombre de la pièce. Il passa sans s'arrêter,
les bras ballants le long du corps. Je regardais l'heure, 23h41. Cela devint un rituel. À minuit 52, il repassa. Je ne m'éloignais pas de la fenêtre cette fois. Je restais là, à le regarder s'approcher. Quand il fut prêt, il ralentit légèrement, juste assez pour que je le remarque. Puis il tourna la tête plus franchement qu'avant, comme s'il essayait de voir plus profondément dans la pièce. Je éteignis la télévision. Le silence me semblait plus sûr que le bruit. À 2h59, il repassa. J'avais éteint la lampe du salon, laissant la pièce presque dans le noir, et je l'observais depuis le couloir. Si la lumière était ce qu'il vérifiait, peut-être que cela l'arrêterait. Mais non. À 3h11, il repassa. Je le sus parce que je vérifiais mon téléphone dès que je l'aperçus sous le réverbère. Cette fois, il était plus près de ma maison. Pas complètement dans la cour, mais assez pour que cela semble intentionnel. Il ralentit en approchant de ma fenêtre. Puis s'arrêta. Tourna la tête vers moi, regardant exactement l'endroit où je me tenais dans l'obscurité. Je ne pouvais pas distinguer clairement ses yeux, mais je voyais son visage se tourner avec intention. Il ne plissait pas les yeux, ne bougeait pas, comme s'il essayait de percer l'obscurité. Il se tenait immobile, comme s'il savait déjà. Je portais une main à ma bouche, ne me faisant pas confiance pour rester silencieuse. Après quelques secondes, il se retourna et disparut dans la tempête, comme les autres fois. Cela aurait dû me soulager. Mais ce ne fut pas le cas, car il ne partit pas comme quelqu'un qui abandonne. Il partit comme quelqu'un qui a terminé ce qu'il avait à faire. Je ne dormis pas. Je restai assis sur mon lit, mon téléphone à la main, jusqu'à ce que le ciel s'éclaircisse et que la tempête s'apaise en un après-goût terne et gris. Au matin, la voiture de Brent était garée dans son allée. Le réverbère de son Porsche était éteint, comme si de rien n'était. Plus tard dans la journée, je frappai à sa porte. La lumière du jour me donna plus de courage que je n'en méritais. Une femme ouvrit. Sa petite amie, supposai-je. Bonjour, dis-je en feignant la désinvolture. Je voulais juste vérifier si tout allait bien avec Brent hier soir. Je l'ai vu se promener dans la rue pendant la tempête. Elle fronça les sourcils. Brent était à la maison toute la nuit. J'attendis une rectification, un rire. N'importe quoi. Il n'est pas sorti, dit-elle. Nous regardions un film et nous sommes allés nous coucher. Je hochai la tête comme si cela expliquait tout, et rentrai chez moi. Plus tard, je vérifiai la neige près du trottoir. La plupart avaient été balayées, mais quelques traces subsistaient au bord de ma cour. Ce qui me troubla, je ne pouvais pas les suivre jusqu'à son Porsche. Il n'y avait pas de chemin net depuis sa porte jusqu'au trottoir. Pas d'empreinte ordonnée expliquant d'où il venait. Juste des traces qui apparaissaient près de ma maison et disparaissaient dans le néant. Ce n'était pas le fait qu'il soit passé devant ma maison qui me terrifiait. C'était la façon dont il l'avait fait, comme un travail, selon un horaire. Et maintenant, quand les tempêtes s'annoncent et que le quartier se tait, je me surprends à regarder machinalement l'heure. Ajout mystique. 3 mois plus tard, Brent disparut. Sa petite amie déclara qu'il était sorti prendre l'air une nuit de tempête et n'était jamais revenu. La police ne trouva aucune trace. Mais parfois, quand le vent hurle contre mes vitres, je l'entends marcher. Toujours le même pas. Toujours à la même heure. Janvier 2016, Wyoming, États-Unis. À l'époque, j'étais chef du service des routes du comté. Si une déneigeuse disparaissait, si un conducteur cessait de répondre à la radio, si un itinéraire n'était pas déblayé comme prévu, on m'appelait. Je établissais les plannings. Je connaissais chaque route, chaque conducteur, chaque camion. Après assez d'hiver, on ne reconnaît pas seulement les déneigeuses à leur apparence. On les reconnaît à leur son. Je vivais aussi assez loin pour que personne ne passe devant chez moi sans raison. Une longue route de gravier, une grange derrière la maison, pas de voisins proches, un silence dans lequel on entend la météo approcher. Cette nuit-là, la tempête ne semblait pas dramatique sur le papier. Pas d'avertissement de blizzard, juste une neige persistante et du vent. Le genre qui s'accumule silencieusement et aveugle par des rafales soudaines. Je restais tard au travail, surveillant le système de suivi et les échanges radio, m'assurant que les routes principales étaient déblayées dans l'ordre. Tout semblait normal. Je rentrais chez moi après minuit, enlevais mes bottes et m'assis par habitude avec mon ordinateur portable.
La maison craquait comme toujours sous la pression du vent. Rien ne semblait anormal. Puis je l'entendis d'abord au loin. Un grondement sourd, un moteur sous charge. Je me levai et allai à la fenêtre. Une déneigeuse passait devant ma maison. Mais sans phare, sans faisceau tranchant la neige, sans gyrophare jaune, juste une silhouette sombre se déplaçant dans une nuit encore plus sombre. La lame du chasse-neige était à peine visible contre la route. Et le son du moteur était familier. Je la regardais passer devant mon allée et disparaître dans la tempête. Ma première pensée fut que quelqu'un agissait de manière irresponsable. Conduire une déneigeuse sans lumière n'était pas seulement stupide, c'était mortel. Ma deuxième pensée, immédiate, fut « Pourquoi quelqu'un déblayerait cette route ?» Ce tronçon n'était pas prévu cette nuit-là. On ne le touchait que si la tempête était sévère. Et même alors, seulement après les routes principales. Je le savais précisément. J'avais établi le planning moi-même. Je retournai à mon bureau et ouvris le système de suivi du comté. Tous les camions étaient là où ils devaient être. Je rafraîchis l'écran. Même résultat. Un entrepreneur, peut-être, pensais-je. Un fermier avec du matériel d'occasion. Le Wyoming regorge d'hommes qui préfèrent déneiger plutôt que dormir. Mais le son du moteur que j'avais entendu ne ressemblait pas à un passe-temps. Je restai assise, fixant l'écran, attendant que le camion fasse demi-tour et revienne. Mais cela n'arriva pas. Environ 45 minutes plus tard, je l'entendis à nouveau. Le même moteur, le même son. Je retournai à la fenêtre. Le camion repassa. Toujours sans phare. Cette fois, il avançait plus lentement, comme si la lame était abaissée plus bas. La route se remplissait déjà de neige à nouveau, mais je voyais encore la trace sombre là où la lame était passée. Un instant, il me sembla que la cabine se tourna légèrement vers ma maison, comme si le conducteur avait tourné la tête pour regarder les fenêtres. Je ne peux pas en jurer. Cela aurait pu être le vent. Mon esprit cherchait peut-être un sens, mais cela ne me plut pas. Je téléphonai au dispatch. « Dis-moi que tu n'as envoyé personne sur ma route. »« Non », répondit-il immédiatement. « Personne n'est assigné là-bas. Une déneigeuse vient de passer devant chez moi, phares éteints. » Il vérifia le système pendant que j'attendais. « Tous les camions sont en place, dit-il. Le suivi est clair. Un entrepreneur ne roule pas sans lumière, dis-je. Et personne ne fait plusieurs passes sur une route morte sans raison. » Il passa quand même un appel radio au conducteur. Ils répondirent depuis les endroits où ils devaient être. Personne ne signalait être près de ma route. Personne n'avait vu un autre camion. Quand je raccrochais, je restais à la fenêtre. La tempête faisait toujours rage. La neige glissait sur la route en feuilles. Tout semblait effacé, comme si la terre essayait de se nettoyer. Je me couchai après 2 heures, mais ne dormis pas profondément. Chaque bruit me réveillait. Vers 3h30, je l'entendis à nouveau. Cette fois, je n'allai pas à la fenêtre avant. Je me rendis sur le côté de la maison, à la fenêtre donnant sur la grange. La grange était en retrait de la route, assez loin pour être invisible si on ne savait pas où regarder. À l'intérieur, il y avait des outils, du sel, des chaînes et une souffleuse à neige qui ne fonctionnait que quand elle en avait envie. Le camion apparut dans mon champ de vision, avançant lentement sur la route dans la même silhouette sombre. Sans lumière. Il passa devant mon allée comme avant, mais au lieu de continuer, il ralentit encore et s'écarta assez pour que la cabine s'aligne avec le sentier derrière ma grange. Puis il disparut de ma vue. Le son du moteur ne s'atténua pas comme il aurait dû s'il avait continué sur la route. Il devint plus sourd, comme si quelque chose de solide s'était interposé entre le camion et moi. Je restai là, à écouter. Le moteur tourna au ralenti un moment, puis s'éteignit. Juste le vent. Je ne sortis pas. Ceux qui disent qu'ils seraient sortis ne font pas les calculs. Mauvaise visibilité, sol glissant, pas de secours, et ceux qui étaient là avaient déjà choisi de rouler sans lumière. Je restai à l'intérieur jusqu'au matin. Quand le jour se leva, la tempête s'était calmée. Je mis plusieurs couches de vêtements et allai vers la route. Les traces de la déneigeuse étaient évidentes, une lame large, des traces de pneus profondes. On ne pouvait les confondre avec rien d'autre. Je les suivis. Elles passèrent devant mon allée comme avant. Puis, près de l'endroit où ma grange reculait de la route, elles tournèrent non pas vers l'allée, mais sur le côté, derrière la grange. Je continuai.
Le reste de la neige autour des traces était intact, ce qui les rendait fausses, comme une cicatrice sur une surface lisse. Derrière la grange, les traces faisaient demi-tour et revenaient sur leurs pas. Comme si quelqu'un disait, « Regarde ce que j'aurais pu faire à ta grange si j'avais voulu. » Je fouillais les alentours à la recherche de quelque chose. Des traces, un autre signe. Rien. Je fis un rapport, parce que c'était mon travail. Je remplis les formulaires, passai les appels, parlais à mon supérieur. Personne ne rit, mais personne ne se pressa non plus. Les nuits de blizzard, les logs se mélangent. Les signaux GPS disparaissent. Les données se perdent. On peut expliquer l'absence de données. On ne peut pas expliquer où est passée une déneigeuse. Les nuits suivantes, chaque bruit de moteur me tirait vers la fenêtre. Je vérifiais le système de suivi plus souvent que nécessaire, comme si un regard insistant pouvait prouver que le monde se comportait normalement. Finalement, une nouvelle couche de neige recouvrit les traces. La grange redevint normale. Tout aurait dû s'arrêter là. Mais ce ne fut pas le cas, parce que je ne crois toujours pas que ce camion s'était égaré. Je pense qu'il a trouvé exactement ce qu'il cherchait. Et quoi que ce soit, il n'avait pas besoin de phare pour le voir. Ajout mystique. 1 an plus tard, j'ai reçu un appel d'un collègue. Une déneigeuse abandonnée avait été retrouvée dans un ravin, à quelques kilomètres de chez moi. Le moteur tournait encore, mais le conducteur avait disparu. Dans la cabine, sur le tableau de bord, quelqu'un avait gravé à la main « Elle sait que je l'ai vu ». Hiver 2019, quelque part dans le Midwest américain. J'avais 29 ans et travaillais à plein temps comme livreuse. Longue route, heures tardives, tout ce qui aidait à payer les factures. Les trajets hivernaux étaient mon pain quotidien. Les tempêtes n'arrêtaient pas les commandes. Les gens avaient toujours besoin de nourriture, de médicaments, de marchandises, et quelqu'un devait les leur apporter. Cette nuit-là, je ne cherchais pas à prouver quoi que ce soit. J'étais juste prudente. La tempête gagnait en puissance depuis le matin. Quand j'arrivais à la dernière partie de mon itinéraire, la neige volait horizontalement, si dense que les phares semblaient plus décoratifs qu'utiles. À la radio, les avertissements de mauvaise visibilité et de routes fermées se répétaient en boucle. Je ralentis, me penchai en avant et scrutai la route à la recherche de mouvement. Les tempêtes de neige ont leur propre rythme. Quand on en traverse assez, on commence à sentir quand quelque chose dérange ce rythme. C'est pourquoi je remarquai immédiatement la voiture. Une berline était garée au milieu de la route devant moi. D'abord, mon cerveau chercha une explication normale. Peut-être quelqu'un avait-il dérapé et s'était arrêté. Peut-être avait-il quitté la route et s'était-il enlisé. Mais en m'approchant, je vis que la portière du conducteur était grande ouverte, comme si quelqu'un était sorti sans se donner la peine de la fermer. Pas de feu de détresse, pas de lumière à l'intérieur, pas de mouvement. Je garai prudemment mon camion plus loin, sans m'approcher trop près. Je ne voulais pas risquer de me retrouver bloqué si je devais faire demi-tour. La neige s'accumulait déjà autour de mes pneus. Je baissai la vitre et criai « Eh, tout va bien ?» Seul le vent me répondit. Je mis mes warnings et sortis dans la tempête. Le froid transperça immédiatement ma veste, et la neige me piquait le visage comme des milliers de petites aiguilles. Mes bottes s'enfoncèrent dans la boue neigeuse au bord de la route. La voiture semblait plus récente que je ne l'avais imaginé. Propre. Pas le genre de véhicule qu'on s'attend à trouver abandonné, surtout ici. Je m'approchai, balayant du regard la portière ouverte et la forêt. À l'intérieur, tout était sombre. Pas de clé, pas de téléphone, pas de sac. Le siège du conducteur était reculé plus que je ne l'aurais fait. Je touchai le capot du dos de ma main gantée. Tiède. Pas comme si elle était là depuis la nuit. Tiède, comme si le moteur venait d'être éteint. C'est à ce moment-là que mon sentiment d'inquiétude devint concret. Si le moteur était tiède, le conducteur était parti depuis peu. Alors, où était-il? Je regardais la neige près de la portière ouverte. Des traces. Elle commençait juste à la portière du conducteur, nette et profonde, pas désordonnée. Elle menait directement de la route dans la forêt, entre les arbres. Je suivis les traces des yeux, me disant qu'il devait y avoir une explication rationnelle. Peut-être cherchait-il de l'aide. Peut-être pensait-il que la route menait ailleurs. Mais les traces ne semblaient pas hésitantes. Elles semblaient déterminées. Je criai à nouveau,
plus fort, « Hello, vous avez besoin d'aide ?» Silence. Je fis quelques pas prudents vers la forêt, sans me décider, essayant juste de voir au-delà de la première rangée de branches. La forêt était noire et dense, la neige traversait les clairières comme de la fumée. Le vent faisait paraître tout autour de moi vivant. Je me rappelais que je n'étais pas formé pour cela. Je n'étais pas secouriste. Juste une livreuse. Mais une pensée me taraudait, et si quelqu'un était blessé? Cet argument faillit fonctionner, jusqu'à ce que je voie autre chose. Une deuxième trace. Elle n'était pas près de la voiture. Elle était au bord de la forêt. Elle ne se connectait pas à la première. Elle n'était pas superposée ou dispersée. Elle était juste là, comme si quelqu'un était sorti et s'était arrêté, tourné vers la route. Vers moi. Je ne voyais personne. Je n'entendais rien. Mais la façon dont ces traces étaient disposées fit frissonner ma peau, comme si quelqu'un était sorti pour voir qui était là, puis avait décidé de ne pas s'approcher davantage. Je sentis soudain le besoin de me retourner, non par logique, mais par instinct. Cet instinct prit la décision à ma place. Je reculai lentement, sans détourner les yeux des arbres, mais sans leur tourner le dos. Je retournai dans mon camion et fermai solidement les portes. Je restai là une seconde, le chauffage en marche, serrant fermement le volant, essayant de me calmer et de décider si j'allais avoir l'air ridicule en signalant cela. Puis je regardai à nouveau la berline. La portière était toujours ouverte, oscillant légèrement. Moteur tiède. Trace dans la forêt. Trace observant la route. Je téléphonai d'abord au dispatch, puis au 911. Expliquer l'emplacement fut plus difficile que ça n'aurait dû l'être, comme si la tempête déformait les mots autant que la vue. L'opératrice dit qu'ils enverraient quelqu'un dès que possible, mais les conditions étaient mauvaises. Elle me dit de rester dans le camion et de ne pas entrer dans la forêt. Je n'objectai pas. Quelques minutes plus tard, je décidai de faire demi-tour. Cela demanda des manœuvres prudentes dans la neige, mais je réussis à ne pas quitter la route. Je m'attendais presque à ce que quelqu'un émerge de la forêt au dernier moment, me forçant à choisir. Personne ne sortit. Je partis avec les warnings allumés, vérifiant mes rétroviseurs comme si la forêt aurait pu me suivre sur la route. Plus tard, j'appris que les autorités avaient retrouvé la berline après que la tempête se fût calmée, mais que le conducteur n'avait pas été trouvé cette nuit-là. Je n'en entendis plus parler. Aucune explication, aucune conclusion. Ce à quoi je pense encore, c'est à quel point toute la scène semblait intentionnelle. L'emplacement, la portière ouverte, le moteur tiède, la façon dont les traces ne semblaient pas perdues. On aurait dit que la route avait été préparée pour poser une question à laquelle je n'aurais pas dû répondre. Les tempêtes de neige ne se contentent pas de cacher les choses. Elles effacent les lignes temporelles. Elles lissent les choix. Elles suppriment les fins. Et parfois, tout ce qui reste, c'est le sentiment que ce qui s'est passé était proche, trop proche, et que vous êtes arrivé juste assez tard pour ne jamais comprendre ce dans quoi vous auriez pu vous retrouver. Ajout mystique. 3 ans plus tard, je reçus une lettre anonyme. À l'intérieur, une photo Polaroid, une silhouette debout entre les arbres, regardant la route. Au dos, une phrase, « Tu es arrivé trop tard. Mais tu as senti sa présence, n'est-ce pas ?» Octobre 2018, quelque part dans les Appalaches. Au fil des ans, mes amis et moi avons exploré d'innombrables sentiers et passé des nuits dans les endroits les plus reculés. Mais il y a un voyage que none d'entre nous n'oubliera jamais, un week-end dans une cabane au fond des bois, trouvé via une petite annonce en ligne obscure. Cela devait être une escapade amusante, une chance de déconnecter du monde et de profiter de la nature. À la place, ce fut un cauchemar qui nous hante encore. Le plan était simple, atteindre une vieille cabane que nous avions louée pour presque rien, passer le week-end à randonner, cuisiner sur un feu de camp et peut-être nous raconter des histoires effrayantes autour du feu. L'annonce décrivait la cabane comme isolée et simple, exactement ce que nous cherchions, un endroit pour échapper à l'agitation de la vie quotidienne. Nous partîmes tôt le vendredi, entassés à 5 dans le vieux 4x4 d'Aron, riant et plaisantant tandis que nous nous enfoncions dans la campagne. La route serpentait à travers de petits villages et des fermes, puis se rétrécit lorsque nous entrâmes dans la forêt. Les arbres se refermèrent autour de nous comme un tunnel. Plus nous avancions, moins nous voyions de signes de civilisation, ni maisons, ni lignes électriques, juste des miles de forêt dense. Le GPS peinait à suivre, le signal disparaissait à mesure que nous nous éloignions des routes fréquentées. Quand nous arrivâmes enfin à la cabane,
le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la clairière où elle se trouvait. C'était une vieille construction délabrée, avec de la peinture écaillée et un porche affaissé. Les fenêtres étaient sombres, et l'endroit semblait abandonné, comme si personne n'y avait mis les pieds depuis des années. Je me souviens d'un frisson qui me parcourut l'échine en sortant de la voiture, mais je l'attribuais à la chute brutale de la température. « C'est cosy », plaisanta Aaron, bien que sa voix trahisse une incertitude. Nous rîmes tous, mais c'était un rire nerveux, celui qui masque l'inquiétude. L'intérieur était aussi décrépit que l'extérieur, des meubles poussiéreux, des planches qui craquaient et une odeur de moisi qui flottait dans l'air. La cuisine était petite, avec des appareils obsolètes et un évier qui semblait inutilisé depuis des années. Dans le salon, quelques chaises anciennes et mal assorties et un canapé usé étaient tournés vers une cheminée en pierre qui occupait tout un mur. Un escalier en bois menait à un grenier où se trouvaient 2 petites chambres. Pendant que nous déballions nos affaires, je ne pus me défaire de l'impression que nous envahissions un endroit où nous n'avions pas notre place. La cabane était silencieuse d'une manière oppressante, chaque petit bruit semblait plus fort qu'il ne l'aurait dû. Mais je ne dis rien, attribuant tout cela à mes nerfs et à l'environnement inconnu. Le premier soir, nous essayâmes de nous installer. Aaron et moi allumâmes un feu dans la cheminée pendant que les autres déballaient les affaires et préparaient à manger sur la cuisine. Pour le dîner, nous eûmes des hot-dogs et des haricots, le genre de nourriture qui semble meilleure en pleine nature. Nous mangeâmes près du feu, le crépitement des flammes étant le seul son dans la cabane. La conversation était légère, mais une tension sous-jacente planait, que personne ne voulait reconnaître. Après le dîner, nous décidâmes d'explorer les environs de la cabane avant la nuit. La forêt était épaisse et envahie, les arbres hauts et si serrés qu'ils bloquaient presque toute la lumière restante. Nous nous promenâmes un peu, discutant de la randonnée que nous ferions le lendemain, peut-être même en essayant de trouver un ruisseau où pêcher. Mais plus nous avancions dans les bois, plus le sentiment d'angoisse grandissait. Les arbres semblaient nous écraser, les ombres s'allongeaient et s'assombrissaient à chaque pas. Finalement, nous tombâmes sur une petite clairière où nous trouvâmes quelque chose qui nous glaça, un groupe de vieilles pierres tombales, à moitié enterrées dans le sol, avec des inscriptions effacées par le temps. Aucun signe de bâtiment ou de sentier à proximité, juste ces tombes oubliées au milieu de la forêt. C'était, pour le moins, troublant, mais nous essayâmes de plaisanter. Voilà pourquoi la cabane était si bon marché, dit Sarah, sa voix trop aiguë. Oui, rien ne fait baisser le loyer comme un cimetière, répondis-je, forçant un sourire. Après cela, nous ne traînâmes pas. Le soleil se couchait, et l'obscurité s'épaississait rapidement. Nous retournâmes à la cabane, essayant d'ignorer la peur grandissante qui semblait nous suivre à travers les arbres. Dans la cabane, nous essayâmes de nous détendre en jouant aux cartes et en nous racontant des histoires, mais l'atmosphère avait changé. La lumière du feu projetait des ombres tremblotantes sur les murs, rendant les vieux meubles encore plus décrépits. Chaque craquement des planches, chaque souffle de vent dehors nous faisait sursauter. Nos nerfs étaient à vif. On aurait dit que la cabane nous observait. À un moment donné, nous l'entendîmes, un bruit faible à l'extérieur, comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait autour de la cabane. C'était un son doux et traînard, presque comme des pas sur le sol. Nous nous figeâmes tous, oubliant les cartes, nos yeux se tournèrent vers les fenêtres. « Vous avez entendu ça » chuchotai-je, mon cœur battant dans ma poitrine. Marc hocha la tête, son visage pâle à la lueur du feu. « Probablement juste un animal, dit-il, mais personne ne le crut. Le bruit était trop délibéré, trop lent pour un animal. Il faisait le tour de la cabane, s'arrêtant parfois, puis continuant. Le silence à l'intérieur était étouffant, seulement rompu par le crépitement du feu. Peut-être qu'on devrait sortir et vérifier ? Suggéra Mike, bien que sa voix manquait de conviction. Pas question. Rétorqua Sarah avec force. On reste à l'intérieur. Quoi que ce soit, ça partira. Mais le bruit ne partit pas. Il continua à faire méthodiquement le tour de la cabane, devenant de plus en plus distinct. On aurait dit que ceux qui étaient dehors voulaient que nous sachions qu'il était là, voulaient que nous ayons peur. Je saisis une lampe torche et me levai. Je vais aller voir ce que c'est, dis-je, essayant de sonner plus courageux que je ne l'étais. Aaron se joignit à moi, et ensemble nous nous approchâmes de la porte d'entrée. Les autres restèrent près du feu, leurs visages tendus par la peur. L'air dans la cabane était épais de tension, le seul son était le pas implacable à l'extérieur. Nous ouvrîmes lentement la porte, les charnières grinçant en signe de protestation, l'air froid de la nuit nous frappant comme un mur, et l'obscurité dehors semblait impénétrable.
J'éclairais les alentours avec la lampe torche, le faisceau glissant sur les arbres, la véranda, le sentier menant à la forêt, mais il n'y avait rien, pas de traces, pas de signe de perturbation, juste l'obscurité infinie de la forêt. Nous retournâmes à l'intérieur, essayant de nous convaincre que ce n'était rien, que notre imagination nous jouait des tours. Mais au fond de nous, nous savions que quelque chose n'allait pas. L'atmosphère dans la cabane changea, l'air était épais de peur non exprimée. Nous restâmes un peu plus près du feu, essayant d'agir normalement, mais la tension était insupportable. Finalement, nous décidâmes d'aller nous coucher, espérant que le sommeil chasserait l'angoisse. Tout le monde accepta de dormir dans le salon, ne voulant pas rester seul dans les chambres sombres à l'étage. Nous étendîmes nos sacs de couchage autour de la cheminée, la lueur vacillante des flammes étant la seule lumière dans la pièce. Mais le sommeil ne vint pas facilement. J'étais allongé, écoutant les craquements et les gémissements de la vieille cabane, chaque petit bruit faisait battre mon cœur plus vite, mon imagination dessinant des ombres se déplaçant au-delà de la lumière du feu. Je réalisais que les autres ne dormaient pas non plus, leur respiration était rapide et superficielle, leur corps tendu. Puis, alors que je commençais à m'assoupir, je l'entendis à nouveau le son de pas, cette fois au-dessus de nous, dans le grenier. Le bruit était sans équivoque, des pas lents et délibérés, allant et venant sur le plancher en bois au-dessus de nous. Mon cœur s'arrêta, ma respiration se bloqua. Je regardai Aaron, ses yeux étaient grands ouverts, fixant le plafond. « Il y a quelqu'un là-haut » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Je ne répondis pas, trop effrayé pour parler. Les pas continuèrent à aller et venir, comme si quelqu'un au grenier cherchait quelque chose. Les planches craquaient sous le poids, le son était fort dans le silence de la nuit. Nous étions paralysés par la peur, trop terrifiés pour bouger, trop terrifiés même pour respirer. Les pas se déplacèrent vers le haut de l'escalier, puis s'arrêtèrent un instant. Il n'y avait que le silence, le crépitement du feu et notre propre respiration paniquée. Puis, lentement, les pas commencèrent à descendre l'escalier. Je ne sais pas ce qui me prit, mais à ce moment-là, je sus que nous devions partir. Je me levai d'un bond, le cœur battant, et saisis la lampe torche. « Il faut qu'on parte. Maintenant !» dis-je, ma voix tremblante. Les autres n'eurent pas besoin d'être convaincus. Nous nous précipitâmes pour rassembler nos affaires, nos mouvements étaient désordonnés et précipités. Les pas continuaient à descendre l'escalier, se rapprochant à chaque seconde. Nous n'attendîmes pas pour voir qui ou quoi descendait. Nous nous ruâmes vers la porte, sortîmes dans la nuit froide et courûmes vers la voiture, n'osant pas regarder en arrière. Aaron bricola frénétiquement avec les clés, ses mains tremblantes, mais il réussit finalement à ouvrir la porte. Nous sautâmes à l'intérieur, claquâmes les portes derrière nous. Le moteur rugit et nous partîmes sur la route de gravier, la cabane disparaissant dans l'obscurité derrière nous. Nous ne nous arrêtâmes pas avant d'avoir parcouru plusieurs miles. Personne ne parla, la peur était encore fraîche dans nos esprits. Ce n'est que lorsque nous atteignîmes la route principale qu'Aaron rompit enfin le silence. « Qu'est-ce que c'était, bordel ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. « Je ne sais pas, » répondis-je, mon cœur battant toujours la chamade. Mais je ne retournerai pas pour le découvrir. Aucun de nous ne dormit cette nuit-là. Nous trouvâmes un motel bon marché dans la ville la plus proche et nous entassâmes, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Mais il n'y avait pas de réponse, seulement la peur résiduelle et le souvenir de ses pas descendant l'escalier. Ajout mystique. Des années plus tard, en fouillant dans des archives locales, je tombais sur un article de journal jauni datant de 1923. Il parlait d'une famille qui avait disparu dans ces bois. Les recherches avaient révélé des traces de lutte dans une cabane abandonnée, et des pierres tombales fraîchement déterrées. La dernière phrase de l'article disait « Les voisins jurent avoir entendu des pas dans le grenier, même après que la cabane fut condamnée. » Août 2017, quelque part dans le Minnesota. Il y a quelque chose à être sur l'eau qui est à la fois apaisant et troublant, l'immensité du lac, l'isolement, la façon dont le son se propage à la surface calme. C'est un endroit où l'on peut se sentir absolument libre et en même temps totalement vulnérable. J'aime pêcher, surtout sur des lacs reculés où il semble que le reste du monde n'existe pas. Mais après ce qui s'est passé sur ce lac il y a quelques années, je n'arrive pas à me défaire de l'impression que certains endroits valent mieux d'être laissés en paix. C'était la fin de l'été, et mon ami Marc et moi avions décidé de faire un voyage sur un lac dont nous avions entendu parler par quelques habitants d'un village voisin. Il n'était pas marqué sur les cartes, juste un endroit isolé au fond des bois, où l'on pouvait ne croiser âmes qui vivent à des kilomètres à la ronde.
Les locaux le décrivaient comme un paradis pour les pêcheurs, une eau claire, beaucoup de poissons et, surtout, une isolation totale. La route pour y arriver était longue et sinueuse, serpentant à travers des forêts denses où les arbres formaient un tunnel au-dessus de nos têtes. Le soleil se couchait lorsque nous arrivâmes enfin au lac, baignant tout dans une lueur dorée et chaude. Le lac était encore plus beau que je ne l'avais imaginé, cristallin, avec les derniers rayons du soleil scintillant à la surface. L'eau était si calme qu'elle ressemblait à du verre, reflétant les arbres et le ciel. Nous installâmes notre camp sur une petite clairière près de la rive, notre tente faisant face à l'eau. L'air était frais, le premier signe que l'été touchait à sa fin, mais le ciel était dégagé et les étoiles commençaient déjà à apparaître. C'était une de ces nuits où l'on est heureux d'être en vie, d'être dans la nature, loin du bruit et du stress de la vie quotidienne. Après avoir monté le camp, nous décidâmes de pêcher jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Nous mîmes notre petite embarcation en aluminium à l'eau, le doux clapotis des rames brisant le silence. Le lac était étrangement calme, pas d'oiseaux, pas d'insectes, juste le son de l'eau caressant doucement les côtés du bateau. C'était paisible, mais dans ce silence, il y avait quelque chose de presque troublant, comme si le monde entier retenait son souffle. Nous nous éloignâmes vers le milieu du lac, où l'eau était profonde et sombre. Le soleil s'était complètement couché, et la seule lumière provenait d'un fin croissant de lune, bas dans le ciel, et de la faible lueur de notre lampe torche. Nous lançâmes nos lignes et restâmes assis dans un silence amical, attendant une touche. C'est alors que nous le remarquâmes. D'abord, ce ne fut qu'une ombre sur la rive, à peine visible dans les ténèbres grandissantes. Je pensais que c'était peut-être un jeu de lumière ou, peut-être, un animal se déplaçant parmi les arbres. Mais en regardant de plus près, je réalisais que c'était un homme. Il se tenait sur la rive, immobile, nous observant. « Et, Marc, chuchotai-je, essayant de ne pas paraître inquiet, tu vois ce type là-bas » Marc se retourna, plissant les yeux dans l'obscurité. « Oui, je le vois. »« Bizarre, tu penses que c'est juste un autre touriste ?» ?»« Je ne sais pas, » répondis-je à voix basse, mais je pensais qu'on était seul ici. Marc haussa les épaules, essayant de minimiser. « Peut-être que c'est juste un local, tu sais, qui vérifie qui est sur son lac. » Nous essayâmes d'ignorer l'homme et de nous concentrer sur la pêche, mais il était difficile de ne pas se sentir mal à l'aise. Chaque fois que je jetais un coup d'œil vers la rive, il était toujours là, debout, parfaitement immobile, nous observant. Il n'avait aucun équipement de pêche, pas de lampe torche, rien, juste debout là dans le noir. Après un moment, je n'en pus plus. « Ça commence à me faire peur, » dis-je, ma voix tremblant légèrement. « Pourquoi reste-t-il juste là ?» Marc hocha la tête, son expression devenant sérieuse. « Oui, c'est étrange. Peut-être qu'on devrait retourner au camp. » Je n'objectais pas. Nous remontâmes les lignes, et je pris les rames, ramant vers la rive. Tout ce temps, je ne quittais pas l'homme des yeux, mais il ne bougea pas, continua simplement à nous observer, sa silhouette à peine visible dans l'obscurité. Nous atteignîmes la rive et tirâmes rapidement le bateau sur la terre ferme. L'homme était toujours là, mais maintenant que nous étions plus près, je pouvais le distinguer un peu mieux. Il était grand et mince, avec de longs cheveux ébouriffés et des vêtements qui semblaient sales et déchirés. Mais ce qui me frappa le plus fut son visage, vide, sans émotion, comme s'il était en transe. Marc et moi échangeâmes des regards nerveux, pensant tous les deux la même chose, ce type n'était pas juste un autre touriste. Il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui, quelque chose qui me fit dresser les cheveux sur la nuque. « Allons juste retourner à la tente, » dis-je, essayant de garder ma voix calme. Nous marchâmes rapidement vers notre camp, nos pas s'accélérant à mesure que nous nous éloignions du lac. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule, m'attendant à moitié à ce que l'homme nous suive, mais il était toujours debout sur la rive, nous regardant partir. Nous atteignîmes la tente, nos nerfs à vif. Le feu de camp que nous avions allumé plus tôt s'était réduit en braise, projetant une lueur sinistre sur le camp. Nous parlâmes peu, assis près du feu, tous deux trop effrayés pour discuter de ce qui venait de se passer. Le silence de la nuit semblait nous écraser, le seul son était le crépitement occasionnel des braises mourantes. Je ne pouvais pas chasser de mon esprit l'image du visage de cet homme, ce regard vide, la façon dont il était juste resté là, sans bouger. Je me disais que ce n'était rien, qu'il était juste un local un peu bizarre, mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. On aurait dû juste lui demander ce qu'il faisait, dit Marc après une longue pause, sa voix tendue. Peut-être qu'il est inoffensif, juste étrange. Peut-être, répondis-je, bien que je n'y croyais pas.
Mais et si ce n'est pas le cas? Nous connaissions tous les deux la réponse à cette question. L'isolement, l'obscurité, le fait que nous étions à des kilomètres de la ville la plus proche, tout cela créait un sentiment de vulnérabilité que je n'avais jamais ressenti auparavant. Nous étions seuls ici, et si quelque chose tournait mal, il n'y avait personne pour nous aider. Nous essayâmes de nous distraire en préparant rapidement le dîner sur le feu, mais la tension dans l'air était palpable. Nos yeux scrutaient les ténèbres au-delà de la lumière du feu. On aurait dit que toute la forêt retenait son souffle, attendant que quelque chose se produise. Après le dîner, nous décidâmes d'aller nous coucher, espérant que le sommeil chasserait la tension. Mais alors que j'étais allongé dans la tente, regardant le toit en toile, je ne pus me défaire de la sensation d'être observé. Le vent se leva, faisant bruisser les arbres et envoyant un frisson le long de mon dos. J'écoutais attentivement, tendant l'oreille pour entendre quelque chose d'inhabituel, mais tout ce que j'entendais était le vent et le doux clapotis de l'eau contre la rive. Alors que je commençais à m'endormir, je l'entendis, un son doux et rythmé, comme si quelque chose tapotait doucement le côté de la tente. Mes yeux s'ouvrirent brusquement, mon cœur battant dans ma poitrine. Je retins mon souffle, écoutant, essayant de me convaincre que c'était juste le vent. Mais le son se répéta, cette fois plus fort, toc toc toc. Je secouai Marc par l'épaule, ma main tremblante. « Marc, réveille-toi, tu entends ça ?» Marc, à moitié endormi, se redressa, frottant ses yeux. « Qu'est-ce que j'entends ?» Avant que je puisse répondre, le tapotement se répéta, cette fois plus insistant. Nous restâmes tous les deux figés, les yeux écarquillés par la peur. Le son venait du côté de la tente, juste à côté de l'endroit où nous dormions. « Qui est là ?» appela Marc, sa voix tremblante. Il n'y eut pas de réponse, juste le vent et le faible bruissement des feuilles. Après un moment de silence, le tapotement cessa. Nous restâmes assis dans le noir, retenant notre souffle, attendant que quelque chose, n'importe quoi, se produise, mais le seul son était le vent. Après ce qui sembla une éternité, Marc attrapa une lampe torche et défit lentement la tente, jetant un coup d'œil à l'extérieur. Il n'y avait personne, juste les arbres se balançant dans le vent et la faible lueur de la lune sur le lac. Mais quand Marc éclaira le camp avec la lampe torche, il vit quelque chose qui me glaça le sang, des traces fraîches, menant de la rive aux côtés de notre tente et retournant vers le lac. La réalisation nous frappa comme un coup de poing, quelqu'un avait été dehors près de notre tente, nous observant pendant que nous dormions. Nous sortîmes précipitamment de la tente, notre peur nous poussant à rassembler nos affaires rapidement. L'idée de rester ici une minute de plus était insupportable. Pendant que nous empilions frénétiquement notre équipement, je continuais à jeter des regards vers le lac, m'attendant à moitié à voir l'homme debout là-bas à nouveau, mais la rive était vide, l'eau calme et silencieuse. On aurait dit qu'il s'était évaporé dans l'air. Nous parlâmes peu en rassemblant nos affaires, nos mouvements rapides, poussés par un désir irrésistible de partir d'ici. Le lac, autrefois paisible et beau, semblait maintenant un endroit dangereux dont il fallait s'échapper le plus vite possible. Le trajet du retour vers la ville fut tendu, le silence dans la voiture lourd de peur. La route serpentait à travers la forêt, les arbres projetant de longues ombres sombres dans la lumière de la lune. Je continuais à regarder dans le rétroviseur, m'attendant à moitié à voir des phares nous suivre, mais la route resta déserte. Ce n'est que lorsque nous atteignîmes à nouveau l'autoroute principale, les lumières de la ville à peine visibles au loin, que je commençais enfin à me détendre. Le soulagement était immense, mais la peur resta, une sensation obsédante que quelque chose n'allait pas. Nous ne parlâmes plus jamais de cette nuit. Nous savions tous les deux que, quoi qu'il se soit passé sur ce lac, ce n'était pas quelque chose que nous voulions revivre. Mais le souvenir de cette nuit est resté avec moi depuis. Je ne sais toujours pas qui était cet homme ou ce qu'il voulait. Je ne sais pas pourquoi il nous observait ou pourquoi il nous a suivis jusqu'à notre tente. Mais la peur que j'ai ressentie cette nuit-là, la sensation d'être observé, est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et bien que j'ai essayé de l'oublier, le souvenir de cet homme et la vue de ces traces fraîches à l'extérieur de notre tente me hantent encore. Parce que parfois, au milieu de nulle part, vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez. Ajout mystique. 1 an plus tard, je revis l'homme. Il se tenait au bord d'un autre lac, à des centaines de kilomètres de là. Quand il me vit, il sourit. Pas un sourire amical. Un sourire qui disait « Je t'ai trouvé à nouveau ». Juillet 2015, désert de l'Arizona, États-Unis. Je travaille arpenteur depuis près de 2 décennies et j'ai travaillé dans certains endroits très reculés.
J'ai tout vu, des animaux sauvages, une météo imprévisible et des pannes d'équipement loin de la civilisation. Mais rien ne m'avait préparé à ce que j'ai rencontré sous ce pont dans le désert de l'Arizona. C'est une expérience qui reste avec vous, qui ronge les bords de votre esprit, vous rappelant que là-bas, dans la nature sauvage, vous êtes vraiment seul. C'était la mi-juillet, l'un de ces jours où la chaleur vous écrase comme un poids et où le soleil semble avoir décidé de tout réduire en cendres. Le désert de l'Arizona s'étendait dans toutes les directions et une mer sans fin de sable, de rochers et d'arbustes, où un cactus brisait rarement la monotonie. Le ciel était d'un bleu éclatant, sans nuages, comme s'il s'étendait à l'infini. On m'avait chargé d'inspecter un pont traversant un lit de rivière asséché à environ 80 km de Phoenix. Ce n'était pas un travail glamour, mais assez simple, vérifier l'intégrité structurelle, mesurer l'usure et m'assurer que le pont répondait toujours aux normes. Le pont lui-même était vieux, probablement construit dans les années 60, et n'avait pas vu beaucoup de trafic ces dernières années. Il était isolé, loin de toute ville ou route principale, ce qui en faisait un endroit idéal pour quelqu'un comme moi, qui préférait travailler seul. Je conduisis mon camion sur une route de terre poussiéreuse, serpentant à travers le désert, les roues soulevant des nuages de poussière rouge. La radio crépitait, le signal disparaissant et réapparaissant à mesure que je m'éloignais de la civilisation. Mais le silence ne me dérangeait pas. Au contraire, je l'appréciais. Il n'y avait rien ici, à part le son du vent et le cri occasionnel d'un faucon au-dessus de ma tête. J'arrivais au pont vers midi, lorsque le soleil était haut dans le ciel, brûlant la terre. Je garai mon camion sur le bas-côté, pris mon équipement et commençai l'inspection de routine. Le pont semblait usé, des poutres métalliques rouillées, des fissures dans le béton et une couche de poussière et de saleté qui semblait n'avoir pas été touchée depuis des années. Quand je passais sous le pont pour vérifier les piliers, je remarquai quelque chose d'inhabituel, une grande poubelle métallique, cachée à l'ombre sous la structure. C'était une vue étrange, complètement déplacée au milieu du désert. Je ne pouvais pas imaginer pourquoi quelqu'un aurait laissé une poubelle ici, surtout dans un endroit aussi reculé. La curiosité l'emporta, et je décidai de m'approcher. La poubelle était vieille et cabossée, couverte de rouille et de graffiti. Une odeur faible mais désagréable en émanait, comme si quelque chose pourrissait à l'intérieur depuis longtemps. J'hésitai un instant, puis soulevai prudemment le couvercle, m'attendant à moitié à ne trouver que des ordures. Au lieu de cela, ce que je vis me glaça le sang. À l'intérieur, il y avait des tas de vêtements déchirés, des couvertures sales et ce qui semblait être des contenants de nourriture vides. Il était clair que quelqu'un vivait ici, utilisant la poubelle comme abri temporaire. Mais il y avait autre chose qui me fit frissonner. Parmi les débris, il y avait des dessins étranges et primitifs, grattés sur les parois métalliques. Ils représentaient des visages déformés, des corps tordus et des symboles que je ne reconnaissais pas. Ma première pensée fut qu'un sans-abri s'était installé ici, quelqu'un qui avait eu de la malchance dans la vie, utilisant cet endroit abandonné pour se cacher du monde. Ce n'était pas inhabituel de tomber sur des camps de sans-abri dans des endroits reculés, mais cela semblait différent, plus désespéré, plus fou. Je reculai de la poubelle, mon cœur battant dans ma poitrine. J'avais vu assez. Je voulais juste terminer l'inspection et m'éloigner d'ici. J'essayais de chasser mon inquiétude, me concentrant sur la tâche, mais pendant que je travaillais, je ne pus m'empêcher de jeter des regards vers la poubelle, m'attendant à moitié à ce que quelqu'un en émerge de l'ombre. Et puis je l'entendis, le son de pas crissant sur le gravier. Je me figeai, chaque muscle de mon corps se tendit alors que les pas devenaient plus forts, plus proches. Je scrutai les alentours, mes yeux allant du pont au désert environnant, mais je ne vis personne. Le bruit cessa, et pendant un instant, il n'y eut que le silence, le vent sifflant à travers le lit de rivière asséché. Puis, du coin de l'œil, je vis un mouvement, une silhouette émergea de derrière la poubelle. Un homme. Ses vêtements étaient sales et déchirés, ses cheveux sauvages et emmêlés. Il était grand, mince, avec un regard fou. Il me regarda, son expression indéchiffrable, puis commença à avancer vers moi. Mon cœur bondit dans ma gorge. Je ne savais pas ce que cet homme voulait, mais je savais que je ne voulais pas rester pour le découvrir. Je reculai rapidement, essayant de garder mes distances, mais il continua à avancer, ses pas s'accélérant à chaque pas. « Et » criai-je, ma voix tremblant malgré mes efforts pour rester calme. « Je fais juste mon travail. Je partirai dans une minute. » Mais il ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur moi, et dans son regard, il y avait quelque chose qui me submergea d'une vague de peur, quelque chose de sauvage, de fou, comme s'il avait à peine prise sur la réalité.
Mon esprit travaillait fiévreusement, essayant de décider quoi faire. Mon camion était garé à quelques mètres, mais l'homme se tenait entre lui et moi. Je ne voulais pas lui tourner le dos, mais je savais que je ne pouvais pas rester ici. L'inspection, le travail, rien de tout cela n'avait plus d'importance. Tout ce qui m'importait était de m'éloigner d'ici sain et sauf. Alors il parla, sa voix était basse et rauque. « C'est mon endroit, dit-il, ses mots étaient incohérents et hésitants. Tu n'as pas ta place ici. » « Désolé, dis-je, gardant mon ton aussi calme que possible. Je ne savais pas. Je pars tout de suite, d'accord ? Mais il ne s'arrêta pas. Il continua à avancer, ses mains se serrant et se desserrant le long de ses côtés, ses yeux brûlants d'une émotion que je ne pouvais pas lire. Je fis un autre pas en arrière, mon cœur battant dans ma poitrine. La distance entre nous se réduisait rapidement, et je savais que je devais agir. Sans réfléchir, je tendis la main vers le revolver que je portais dans un étui sur le côté, une précaution que je prenais toujours en travaillant dans des endroits reculés. Ma main tremblait alors que je le sortais et le pointais vers l'homme, le doigt sur la détente. « Arrête !» criai-je, ma voix se brisant. « Ne t'approche pas. » L'homme s'arrêta, ses yeux s'élargirent quand il vit le pistolet. Pendant un instant, je pensais qu'il reculerait, qu'il comprendrait que la situation était allée trop loin. Mais alors il fit quelque chose que je n'attendais pas, il sourit, un sourire tordu et sinistre qui me glaça le sang. « Tu penses que ça t'aidera ?» siffla-t-il, faisant un autre pas en avant. « Ici, tu es aussi seul que moi. » Je n'attendis pas pour découvrir ce qu'il voulait dire. Je tirai un coup de semonce dans le sol à ses pieds. Le son résonna dans le désert vide. L'homme sursauta, mais ne s'arrêta pas. Il continua à avancer, son sourire devenant plus large, ses yeux brûlant d'une intention sombre. La panique m'envahit. Je savais que je ne pouvais pas le quitter des yeux, mais je savais aussi que je ne pouvais pas rester ici. Je pris une profonde inspiration, rassemblai mon courage et me mis à courir. Je sprintai vers mon camion, n'osant pas regarder en arrière, mon cœur battant dans mes oreilles. J'atteignis le camion, ouvris la porte et sautai à l'intérieur, mes mains fouillant frénétiquement les clés, mais finalement je réussis à démarrer le moteur. Alors que je claquais la porte, je vis une dernière fois cet homme, debout près de la poubelle et me regardant avec le même sourire sinistre. J'enfonçai l'accélérateur à fond et partis sur la route poussiéreuse, les roues soulevant des nuages de sable derrière moi. Je ne m'arrêtai pas avant d'avoir parcouru des kilomètres, le pont n'étant plus qu'un lointain souvenir dans le rétroviseur. Je ne suis jamais retourné à cet endroit. J'ai signalé l'incident à mon supérieur, qui a envoyé quelqu'un d'autre pour terminer le travail. Je ne sais pas ce qui est arrivé à cet homme sous le pont, et je ne veux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que je me suis approché trop près de quelque chose de sombre, de quelque chose qui aurait pu se terminer très différemment. Même maintenant, je pense encore à ce jour. Je revois encore le visage de cet homme, ce sourire tordu dans mes cauchemars. Et chaque fois que je me trouve dans un endroit reculé, je ne peux m'empêcher de regarder en arrière, m'attendant à moitié à le voir debout là, m'observant, attendant. L'expérience sous ce pont m'a appris une leçon que je n'oublierai jamais: quand vous êtes seul dans la nature sauvage, vous êtes vulnérable de manière que vous ne pouvez pas imaginer. L'isolement, le vide, il joue avec votre esprit, vous font douter de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. Et parfois, vous rencontrez des choses qui vous rappellent à quel point la frontière entre la sécurité et le danger est ténue. Alors, si vous vous retrouvez un jour dans un endroit reculé, souvenez-vous de cette histoire, soyez vigilants, soyez prudents et, surtout, soyez en sécurité. Parce que là-bas, loin de la civilisation, vous êtes seul, et vous ne savez jamais ce qui peut se cacher hors de vue. Ajout mystique. 2 ans plus tard, je reçus une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, une photo de moi sous le pont, prise à mon insu. Au dos, une phrase: « Tu as eu de la chance. La prochaine fois, je ne te laisserai pas partir. » Octobre 2019, quelque part dans le Nevada, États-Unis. Au fil des ans, je me suis arrêté dans toutes sortes de motels, du charmant et accueillant au délabré et douteux. Mais il y a un motel où je me suis arrêté il y a quelques années que je n'oublierai jamais. C'était un petit endroit isolé sur un tronçon solitaire de l'autoroute, au milieu de nulle part. Je ne prévoyais pas m'y arrêter, mais après des heures de conduite sans signe de civilisation, je n'avais pas vraiment le choix. J'avais juste besoin d'un endroit pour me reposer pour la nuit. J'avais conduit pendant des heures, essayant d'atteindre la ville suivante avant de me coucher,
mais la route semblait s'étirer à l'infini, serpentant à travers des miles de champs vidés de forêt. Les phares de ma voiture à peine perçaient l'obscurité, les rares panneaux aux granges abandonnées étaient les seuls signes que j'étais encore sur la bonne voie. Quand j'aperçus enfin l'enseigne au néon clignotante du motel, un sentiment de soulagement m'envahit. C'était quelque chose, un petit bâtiment d'un étage avec une poignée de chambres, quelques voitures anciennes sur le parking et une enseigne délavée indiquant chambre libre avec des lettres clignotantes et faibles. L'endroit semblait n'avoir pas été rénové depuis des décennies, la peinture s'écaillait des murs, les fenêtres étaient sales et fissurées, mais j'étais trop fatigué pour m'en soucier. J'avais juste besoin d'un endroit pour dormir, où je pourrais me reposer avant de continuer mon voyage le lendemain matin. Je tournais sur le parking en gravier, les roues crissant sous la voiture alors que je me garais. L'air était froid, le ciel nuageux, et une légère brume flottait dans l'air, collant à tout comme un linceul humide. La seule lumière provenait de l'enseigne au néon et d'une unique ampoule au-dessus de l'entrée du motel, projetant une lueur jaune sinistre sur l'asphalte usé. Je pris mon sac et me dirigeai vers l'intérieur. La porte grinça sur ses gonds quand je la poussai. Le hall était petit et morne, du papier peint décoloré et quelques brochures obsolètes éparpillées sur un comptoir poussiéreux. Derrière le comptoir était assis un vieil homme, ses yeux à peine visibles derrière des lunettes épaisses et sales. Il leva les yeux quand j'entrai, son expression était vide, presque indifférente. « J'ai besoin d'une chambre, dis-je, essayant de sonner plus confiant que je ne l'étais. Le vieil homme ne dit rien tout de suite, il me regarda longtemps avant de hocher lentement la tête. Il tendit la main sous le comptoir et sortit un registre en cuir usé, l'ouvrant à une page vierge. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il me tendait un stylo. « Signe ici », murmura-t-il, sa voix était rauque et basse. Je griffonnai mon nom dans le registre et le lui rendis. Il ne le regarda même pas, il le poussa simplement sur le côté et attrapa une clé accrochée à un crochet derrière le comptoir. « Chambre 6, dit-il en tendant la clé par-dessus le comptoir. « Pas de tabac, pas d'animaux. »« Compris, » répondis-je en prenant la clé. « Merci. » Il ne répondit pas, il continua simplement à me regarder avec la même expression vide alors que je me retournais et sortais à nouveau. La chambre 6 était à l'extrémité du bâtiment, près d'une ligne dense d'arbres bordant la propriété. La porte était vieille et écaillée, le numéro à peine lisible, mais la clé tourna facilement dans la serrure. La chambre à l'intérieur était telle que je m'y attendais, petite, avec un lit affaissé, une commode rouillée et une petite télévision murale. La moquette était tachée, le papier peint se décollait, et tout l'endroit sentait faiblement le moisi. Mais il faisait chaud, et après une longue journée de route, c'était suffisant. Je jetai mon sac sur le lit et m'assis, le matelas grinçant sous mon poids. Je pris la télécommande et allumai la télévision, mais je n'obtins que des parasites. Soupirant, je l'éteignis et regardai autour de la pièce, remarquant une petite porte sur le côté que je supposais menant à la salle de bain. Je m'approchai et la poussai, découvrant une salle de bain exiguë et dépassée avec un miroir fissuré et une lumière au plafond clignotante. Après m'être rafraîchi, je me changeai en survêtement et me glissai dans le lit, tirant la fine couverture jusqu'à mon menton. La chambre était silencieuse de manière oppressante, le seul son était le bourdonnement lointain de l'autoroute. J'éteignis la lampe de chevet et fermai les yeux, essayant de laisser la fatigue de la journée prendre le dessus. Mais le sommeil ne venait pas facilement. L'obscurité semblait étouffante, le silence trop complet, comme si le monde au-delà de la chambre avait cessé d'exister. Je me retournai, essayant de trouver une position confortable, mais un sentiment d'angoisse me rongeait. Quelque chose dans ce motel, dans le vieil homme derrière le comptoir, dans tout cet endroit semblait faux. Alors que je commençais enfin à m'assoupir, j'entendis un son doux et à peine perceptible provenant de l'autre côté de la porte de la chambre. C'était un bruit faible, comme si quelque chose tapotait doucement à la porte. Mon cœur manqua un battement et je me redressai dans le lit, tendant l'oreille. Je me dis que c'était juste le vent, peut-être une branche d'un des arbres voisins touchant la porte. Mais le son était trop délibéré, trop régulier. Ce n'était pas accidentel. Ce était intentionnel. Un frisson me parcourut l'échine et mes mains tremblèrent alors que je tendis la main vers la lampe. La lumière clignota, et je fixai la porte, mon cœur battant dans ma poitrine, le son résonnant encore dans mes oreilles. Je n'avais pas envie de me lever, je n'avais pas envie de voir ce qui faisait ce bruit, mais je savais que je ne pourrais pas m'endormir avant d'avoir vérifié. Lentement, je sortis mes jambes du lit, mes pieds touchèrent le sol froid. Je m'approchai de la porte sur la pointe des pieds, ma respiration était superficielle, chaque nerf de mon corps me criait de m'arrêter, de reculer, mais je ne m'arrêtais pas.
J'atteignis la porte et posai la main sur la poignée froide, hésitant seulement un instant avant de la tourner et d'ouvrir grand la porte. L'air nocturne se précipita, froid et humide, mais il n'y avait personne, juste le parking vide, le gravier scintillant faiblement à la lumière de l'enseigne aux néons lointaines. Je sortis, le gravier crissant sous mes pieds, et regardai autour de moi. La brume flottait bas sur le sol, rendant tout fantomatique, irréel. Il n'y avait personne, aucun signe de quoi que ce soit ou de qui que ce soit qui aurait pu faire ce bruit. Je secouai la tête, essayant de chasser l'inquiétude. Peut-être que c'était vraiment juste le vent, ou peut-être que j'étais plus fatigué que je ne le pensais. J'allais retourner dans la chambre quand je remarquai quelque chose, une seule empreinte de pas sur le gravier à seulement quelques pieds de la porte. Ce n'était pas la mienne. L'empreinte était grande, les contours nets sur le gravier couvert de brume, et elle menait loin de la chambre, disparaissant dans la ligne d'arbres au bord de la propriété. Mon cœur manqua un battement et je reculai rapidement dans la chambre, claquai la porte derrière moi et la verrouillai solidement. Je m'adossai à la porte, mon esprit travaillait fiévreusement, quelqu'un était là, debout juste derrière ma porte. Mais où était-il allé? Et pourquoi était-il simplement resté là, tapotant à la porte? J'essayais de me calmer, me disant que c'était juste un farceur qui s'amusait. Peut-être que l'un des autres clients jouait un tour. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Il y avait quelque chose de faux dans toute la situation, quelque chose qui faisait frissonner ma peau. Je me glissai à nouveau dans le lit, tirant la couverture jusqu'à mon menton, mais je ne pouvais plus dormir. Je restais allongé dans le noir, fixant la porte, les heures semblaient s'étirer à l'infini, le silence dans la chambre était épais et étouffant. Puis, alors que je commençais à penser que tout cela était dans mon imagination, je l'entendis à nouveau. Cette fois, le son venait de la fenêtre. Je me figeai, ma respiration coincée dans ma gorge. La fenêtre était juste à côté du lit, fermée par un rideau fin qui bloquait à peine la lumière. Le son était doux, presque comme si quelqu'un tapotait doucement la vitre avec ses ongles. Je n'avais pas envie de regarder. Je n'avais pas envie de voir ce qui était là, mais le son continua, insistant, rythmé, comme s'il essayait de m'attirer, de me faire regarder. Je fermai fermement les yeux, tirant la couverture sur ma tête comme un enfant se cachant d'un monstre sous le lit. Je me dis que ce n'était pas réel, que c'était juste mon imagination, que si je restais immobile, si je me taisais, cela partirait. Mais le tapotement ne cessa pas. La chambre semblait une prison, les murs se refermaient autour de moi. J'étais piégé. Le tapotement devint plus fort, plus insistant, et je sus que je ne pouvais pas juste rester là et ne rien faire. Avec une main tremblante, je tendis la main et saisis la lampe torche sur la table de nuit. Je pris une profonde inspiration, essayant de rassembler le courage de regarder, de voir ce qui était derrière la fenêtre. Je baissai lentement la couverture, la lampe torche fermement serrée dans ma main. Je dirigeai la lampe torche vers la fenêtre, le faisceau projetant une faible lueur sur le rideau fin. Je pouvais voir une silhouette floue derrière, quelque chose debout juste derrière la vitre, à peine visible. Mon cœur battait dans ma poitrine alors que je tendis ma main libre, agrippant le bord du rideau. J'hésitai seulement un instant, puis l'arrachai d'un coup sec. Le faisceau de la lampe torche éclaira la fenêtre. Il n'y avait personne, pas de figure, pas de visage, aucun signe de quoi que ce soit qui aurait pu faire le bruit, juste le parking vide, la brume tourbillonnant dans la faible lumière de l'enseigne au néon. Je laissai échapper un soupir tremblant, mon cœur battait toujours. J'allais refermer le rideau quand je remarquai quelque chose de petit, à peine visible dans le coin de la fenêtre, une empreinte de main, floue et faible, mais sans équivoque. Mon sang se glaça. L'empreinte de main était à l'intérieur de la vitre. La panique m'envahit. Je reculai de la fenêtre, la lampe torche glissa de ma main et tomba bruyamment sur le sol. Je saisis mes clés, mon sac, tout ce que je pouvais atteindre et me précipitai vers la porte. Peu m'importait de me décommander ou non, peu m'importait tout, sauf m'éloigner d'ici le plus vite possible. Je bricolai avec la porte, mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tourner la poignée. Finalement, je réussis à l'ouvrir et à courir dans la nuit, l'air froid me frappant comme une gifle. Je ne regardais pas en arrière, je ne m'arrêtais pas jusqu'à ce que je sois dans la voiture, le moteur rugissant alors que je sortais du parking, le gravier volant derrière moi. Je conduisis pendant des heures, les lumières de la civilisation apportant enfin une sorte de sécurité. Je trouvai un motel là-bas, propre et bien éclairé, et m'y installai sans hésiter. Mais même alors, je ne pus dormir. Je continuais à voir cette empreinte de main dans mon esprit,
continuer à entendre ce tapotement doux et rythmé. Je n'ai jamais su ce qui s'était passé cette nuit-là, je ne suis jamais retourné dans ce motel pour le découvrir, qui ou quoi était derrière ma porte. J'en ai parlé à quelques personnes, mais la plupart ont juste ri, disant que c'était probablement mon imagination ou un farceur qui m'avait fait une blague. Mais je sais ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, et je sais qu'il y avait quelque chose là dehors, et ce n'était pas juste mon imagination. Depuis, j'ai passé beaucoup de temps sur la route, me suis arrêté dans de nombreux motels, mais j'ai toujours fait attention à trouver un endroit bien éclairé, où il y a d'autres personnes, et jamais, je ne me suis arrêté dans un endroit solitaire et isolé au milieu de nulle part. Parce que là-bas, dans l'obscurité, dans le silence, quelque chose attend. Quelque chose qui vous trouvera, si vous n'êtes pas prudent. Et une fois que cela arrive, vous ne pourrez peut-être jamais vous échapper. Un ajout mystérieux. Un mois plus tard, j'ai reçu une carte postale. Ni adresse de retour, ni timbre. Juste une photo de la chambre numéro 6, prise de l'extérieur. La fenêtre était ouverte. À l'intérieur, une silhouette se tenait près du lit. Au dos, un seul mot, bientôt disponible. Conclusion, ces histoires, aussi terrifiantes soient-elles, ne sont que l'écho de ce qui se cache dans les recoins les plus sombres de notre monde. Parfois, la réalité dépasse l'entendement, et les souvenirs les plus marquants sont ceux que l'on préférerait oublier. Si ces histoires vous ont glacé le sang, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits effrayants et à partager vos expériences dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, restez vigilants et à bientôt, dans le prochain cauchemar.